Les économies du partage se développent un peu partout en France et notamment en Sarthe. L'enjeu est d'inventer une autre manière d'être et de consommer avec une économie alternative qui répond à des questions simples que sont l'environnement, le social ou encore la surconsommation, le gâchis ou l'obsolescence programmée. Alors quelles sont ces économies alternatives? Nous sommes jeudi, alors parlons-en. Madame, Monsieur, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver sur le plateau. On n'est plus à New York, on est bien au Mans avec mes invités ce soir. Zoé Battus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bénévole de l'association Casa Libre au Mans et aussi membre du jardin collectif Petit à Petit. On en parle dans un instant. Claire Philippe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre d'Alternativa Le Mans et Armelle Kudenek, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Elix et organisatrice du Ripper Café. Alors on va s'en rendre compte rapidement, vous connaissez bien puisque toutes ces associations, ces mouvements se connaissent et vous travaillez tous un petit peu ensemble pour les mêmes grandes idées. On va essayer de bien définir. Claire Philippe, vous êtes membre d'Alternativa Le Mans. Qu'est-ce que c'est ? Concrètement, c'est un mouvement, c'est pas une association, c'est ça? Alors Alternativa, oui, c'est un mouvement citoyen qui est né avant la COP 21 autour des enjeux du climat. Donc l'idée, c'était de mettre en avant toutes les alternatives qui existent localement au changement climatique. Il y a eu des villages des alternatives en 2015 partout en France et même dans le monde. Au Mans, on a eu un grand village le 19 septembre en centre-ville du Mans. Peut-être que certains d'entre vous y étaient. Donc on aborde des thématiques qui sont vraiment très très larges. Ça va de l'alimentation jusqu'au bien vivre ensemble en passant par la citoyenneté, l'économie circulaire, l'habitat, toujours avec l'idée de promouvoir les alternatives. Donc les grands événements qu'on a fait, c'est ce village avant la COP 21 pour avoir une voix citoyenne avant ce grand rendez-vous international qui avait lieu en France. L'année d'après, on a été à la rencontre des alternatives en Sarthe avec une caravane à la découverte de tout ce qui existait concrètement dans nos territoires. Il y a aussi des groupes thématiques qui existent et qui œuvrent à des alternatives concrètes. Je pense que j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qui est parti de ce grand événement. Vous y avez toutes participé. Oui. C'était un lieu de rencontre, un lieu d'échange, c'est ça? Oui, c'est un creuset, quoi. Oui, tout à fait, oui. Oui, on se rendait pas compte du nombre de personnes qui partageaient les mêmes opinions, les mêmes idées. Ça a été surtout un moyen que les gens se connaissent, en fait, de réunir les gens. Et ça, déjà, c'est énorme. Et de là sont nées des associations différentes. Vous, donc on l'a dit, c'est Casa Libre. Ouais, mais c'est pas né d'Alternativa, c'est né avant. En fait, ce qui a motivé la création de l'asso, c'est à la base, c'est en fait, on faisait les poubelles en fait des grandes surfaces et c'était un scandale en fait tout ce qu'ils jettent. Donc on récupérait puis on transformait en soupe et on faisait des repas gratuits. Puis aussi entre temps, on a ouvert un squat qui a hébergé notamment les premières réunions d'organisation d'Alternativa. Donc ouais, voilà, le creuset, c'est ça, tout le monde se réunit. Et aujourd'hui, donc vous, Casa Libre, je le disais, aussi le jardin collectif Petit à Petit. Ouais, alors, qu'est-ce que c'est? Le jardin collectif Petit à Petit, donc c'est 50 personnes. C'est des terrains qu'on nous a prêtés à la campagne. En fait, on cultive des légumes, voilà, à moyenne échelle. Enfin, pour nous, pour les 50 personnes, on y va une fois par mois et chaque semaine, on a nos légumes. En fait, c'est une asso de partage et de culture maraîchère. Très bien. Et donc, l'association Elix, elle organise des événements, c'est ça? Oui, des événements qui s'appellent des Ripper Café. Donc, en fait, un Ripper Café, c'est mettre en relation des personnes qui ont des objets défectueux, des appareils électroménagers, des ordinateurs, avec des gens qui ont des compétences pour réparer. D'accord, c'est toujours créer du lien, de l'échange. Oui, complètement, oui, tout à fait. C'est quelque chose, c'est un lieu libre. Les réparateurs peuvent venir là sur l'événement. C'est pas une association, ils sont pas embrigadés. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut, quoi. C'est un grand atelier en fait, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. Et Armelle Kudenek, vous représentez aussi l'association Linuxmen, qui sont nos partenaires sur des Ripper Café et qui militent avec intelligence pour les logiciels libres.
qui permettent aussi de remettre en marche des ordinateurs un petit peu vétustes, mais qui fonctionnent correctement, quoi. Donc on lutte là contre une obsolescence programmée, oui, complètement, une oui, technologie débridée qui va rendre obsolète rapidement les outils informatiques. Ouais, on s'aperçoit, là on est tout à fait, concrètement sur ces événements-là, on s'aperçoit qu'effectivement une machine sur 2 qui est jetée fonctionne très bien, que les machines ne sont pas éco-conçues du tout, elles sont vraiment faites pour capoter au bout d'un an, sans aucun problème. Donc effectivement, ouais, il faut. En plus, donc on forme les gens un petit peu dans nos moyens. On informe aussi. On aimerait que nos concitoyens consomment un petit peu plus de façon raisonnable, quoi. Et Linux, c'est aussi quand même. Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel libre ? C'est quand même un système d'exploitation qui, à l'inverse de Microsoft, c'est pas une multinationale, quoi. Avec des évasions fiscales et tout ce que vous voulez. C'est des militants de l'informatique libre et de la protection des données qui font ça. C'est pas voilà. Et justement, on parle Oui, mais il n'y a pas que Linux dans les logiciels. Non, il n'y a pas que Linux. C'est plus compliqué que ça, si tu veux. Tu as vraiment le côté qui est gratuit. Tu as quand même un intérêt commercial dans certaines choses. Il faut savoir que les systèmes libres, Linux, tout ça et tout, équipent quasiment tous les serveurs de la planète. Tellement c'est performant. Un Mac a un noyau Linux au départ. Après commercialiser, tu vois ce que je veux dire, donc c'est un peu plus complexe que ça. Mais là, en ce qui concerne le mouvement, c'est vraiment ce qui est ouvert, donc le code accessible pour pouvoir le modifier pour ceux qui aiment décoder, et coder surtout, et gratuit. Un exemple, c'est LibreOffice, qui est le concurrent direct de Word, Excel, qu'on connaît bien. Et en plus, c'est très très bien, parce que derrière, il y a toutes des équipes de programmateurs qui font ça, mais bénévolement, gracieusement, avec des mises à jour très très régulières, ce que ne peuvent pas faire Microsoft et Apple. Et justement, là, vous en parliez un petit peu d'économie aussi, de fiscalité. Est-ce que c'est aussi une économie sociale ? Est-ce que ce terme peut correspondre à ces mouvements et ces associations ? Sans doute que oui. Au Repair Café, c'est carrément ça, de toute façon. C'est-à-dire qu'on voit, moi je fais les stats et en fait je m'aperçois que une grande partie des personnes, c'est des personnes qui sont en difficulté financière de toute façon, qui ont besoin de liens sociaux. Il y a toute cette partie-là qui joue aussi, quoi. Et pour bien comprendre ce que c'est qu'une économie sociale, on va regarder un extrait de nos amis francophones d'Amérique. Regardez. Vous êtes préoccupé par les conséquences sociales et environnementales du modèle de développement actuel? Il existe une alternative, l'économie sociale. L'économie sociale combine ensemble deux notions qu'on oppose souvent. L'économie, qui regroupe les activités relatives à la production, la distribution et à la vente de biens et de services, et le social, qui se rapporte à une communauté et aux rapports que les personnes qui en font partie entretiennent entre elles. L'économie sociale, c'est l'ensemble des activités entrepreneuriales portées par un objectif social fort et une volonté de ses membres d'en faire un projet économiquement viable. C'est mettre le social au service de l'économique. Dans l'économie traditionnelle, la rentabilité se mesure en termes de profit. Dans l'économie sociale, elle se mesure par l'amélioration de la qualité de vie d'une communauté. Plutôt que le profit à tout prix, c'est la personne à tout prix. Les entreprises d'économie sociale sont présentes dans de nombreux secteurs. Elles rassemblent une multitude d'initiatives, comme des coopératives d'habitation, des associations de travailleurs, des entreprises d'insertion à l'emploi et des centres culturels. Elles changent le monde, un produit ou un service à la fois. Une entreprise d'économie sociale, ça fonctionne comment? Pour parler d'économie sociale, il faut 3 choses. La rentabilité économique, la gestion démocratique et une mission qui réponde aux besoins d'une communauté. L'entreprise d'économie sociale a 5 caractéristiques principales. Premièrement, elle existe d'abord pour servir ses membres et sa communauté. Elle jouit d'une autonomie de gestion face à l'État, ce qui veut dire que l'État n'intervient pas dans sa prise de décision. Elle est également démocratique. En simple, une personne égale un vote. Ce mode de gestion permet à tous de dire leurs mots et crée un sentiment d'appartenance envers le projet collectif. En économie sociale, il n'y a pas de propriétaire ou d'actionnaire qui cherche le profit. L'argent généré par l'entreprise est une propriété collective et doit être retourné aux membres ou à la collectivité pour poursuivre un objectif commun. Enfin, l'entreprise d'économie sociale repose sur des principes de participation, de prise en charge et de responsabilité individuelle et collective. Elle est gérée par et pour les citoyens. En somme, les entreprises d'économie sociale représentent un modèle de gestion à échelle humaine
qui génère des retombées économiques, sociales, culturelles et environnementales positives partout où elle s'implante. Alors là, on l'a entendu, hein, ça vient du Québec, on peut pas se tromper avec l'accent. Est-ce que ce sont des idées qui sont parties de ces pays anglo-saxons ou peut-être même nordiques? Ripper Café hollandais. Donc moi je reste en Europe. La Gratiferia, ça vient de Argentine ou... Il me semble que c'est un pays d'Amérique du Sud, je me rappelle plus. Je vais peut-être expliquer ce que c'est que la Gratiferia. Gratiferia, c'est un marché gratuit en fait, au lieu de mettre tous nos objets à la benne. Et ben on les donne en fait, parce que la plupart du temps nos objets en fait on s'en lasse juste, mais ils sont pas pour autant défectueux. Donc en fait une Gratiferia, c'est un marché gratuit, on ramène tous nos objets et voilà, et après c'est un peu le libre échange mais à la cool. C'est-à-dire tu peux prendre un objet et tu donnes, tu prends, et voilà, c'est un échange en fait d'objets gratuits. C'est du don. C'est du don. Et pendant la vidéo, Armelle Koenig, vous disiez que la différence, là, c'est qu'on parle d'économie sociale, il y a encore de l'argent qui est en compte, alors que dans un Ripper Café, plus du tout. Non, nous, le Ripper Café, c'est vraiment concept zéro argent, quoi. Il y a aucun échange d'argent dans l'histoire, quoi. Que c'est bénévole et les gens, voilà, partagent leur savoir et puis c'est tout, quoi. Une réaction sur ce qu'on vient de voir, c'est là-dedans que vous vous inscrivez? Pareil que Carmel, nous dans Alternativa, dans ce qu'on organise, c'est pareil, l'argent n'a pas la même place, et plus que la place de l'argent, c'est aussi la place de l'emploi, parce que là, ça parlait plus d'entreprises dans l'économie sociale et solidaire, et donc nous, on représente pas des entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais plutôt des initiatives citoyennes. Oui, je suis d'accord avec ça, oui. C'est autre chose, en fait, un petit peu notre... Par contre, moi, je suis en train de monter un projet, donc je vais pas trop en parler pour l'instant, mais qui a vocation après à devenir une coopérative d'activité et d'emploi. Et donc ça, c'est un autre modèle économique qui permet c'est autre chose qu'une entreprise destinée à enrichir le capital. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un grand patron qui s'enrichit et des salariés qui lui sont soumis et qui gagnent rien, là, par exemple, on va avoir un maçon, un électricien, une formatrice, tout le monde est ensemble et tout le monde est salarié en fait de la coopérative. On en a parlé justement il y a 2 semaines, on faisait une émission sur les SCOP et les coopératives d'entreprise. La SCOP, c'est encore différent que la coopérative d'activité d'emploi, parce que dans la SCOP, c'est une seule activité, il me semble. Par exemple, non, je crois pas. Parce que moi, je connaissais une SCOP où en fait, ils faisaient des travaux dans le bâtiment, et en fait, tous les salariés ont une voix et bénéficient un peu pareil des bénéfices. En fait, ils ont un pourcentage qui est un peu le même. Ils sont tous patrons d'entreprise. Ouais, ils ont tous le même pourcentage sur les bénéfices. Dans la coopérative d'activité et d'emploi, c'est un peu la même chose. En fait, on est tous salariés de la coopérative, et au lieu de s'enrichir que nous, en fait, tous les bénéfices qu'on fait avec notre activité font s'enrichir la coopérative, et donc en plus on est plusieurs sur un département, et au lieu de par exemple d'être tout seul, par exemple un électricien tout seul qui doit trouver des clients, là il a une coopérative et c'est un plus grand rayonnement. Et voilà, il se fait de la pub pour lui et pour ses collègues. Ça permet de mutualiser la comptabilité. Ouais, aussi, puis le réseau de clientèle. C'est faciliter la gestion aussi de l'entreprise. Oui, je pense. Mais c'est aussi ça, c'est les scopes. C'est aussi une mentalité, c'est-à-dire qu'au lieu d'enrichir le capital d'une seule personne, on enrichit le capital de tout le monde, quoi. On enrichit le capital de la coopérative qui va pouvoir après réinvestir les fonds. J'ai cru comprendre que chez beaucoup de jeunes à l'heure actuelle, ils n'ont plus du tout envie de se trouver à travailler comme leurs parents travaillaient. Bah ouais. Des scopes chez les jeunes comme ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément. Sur Alternativa, il y a plein de tentatives, il y a plein de... Parce qu'ils n'ont plus du tout envie de se faire presser comme des citrons. Donc, Claire Philippe, on sent ici du militantisme, un peu une forme de politique, mais vous me disiez que c'était justement une alternative à la politique, finalement. Ouais. Partisane. Est-ce que c'est un militantisme politique ou oui, apolitique? Pour moi, mon militantisme, je le vis comme politique. Oui. Et c'est pas une alternative à de la politique, c'est de la politique. C'est simplement pas en passant par les partis. D'accord, ouais, mais c'est l'antisystème. On a vu là depuis quelques mois, Nuit debout, plein de manifestations de colère aussi. Est-ce que vous vous sentez là-dedans, les indignés? C'est clair. Oui, bien sûr. Et puis moi, on est carrément en colère, ça c'est clair. Enfin. Mais non, moi je suis moins en colère. Moi je suis carrément en colère de mettre en place des possibilités.
Bah non, mais bon, peut-être un peu plus mature. C'est ce que... C'est l'âge qui Merci, mais alors c'est la chose parce que c'était pas bon pour toi. Non, mais Il y a une c'est-à-dire différence que... d'âge qui fait que peut-être expérience faite, oui, effectivement, soyez en colère vous, ça me paraît bien aussi. Bah, disons que la colère permet de se renseigner, de chercher de l'information, de capter ce qui se passe, d'avoir des arguments pour pouvoir convaincre les gens et après de passer à l'action. Mais je pense que c'est parti d'une certaine... Tout ça part quand même d'une colère, d'une indignation et juste d'un ras-le-bol. Enfin, c'est pas possible de continuer comme ça, quoi. Avec notamment les évasions fiscales. Après, il y a vraiment deux choses qu'on a menées de front. C'est d'une part de lutter contre... donc de lutter contre l'évasion fiscale, de lutter contre, dans le cas de Nuit debout, la loi travail, de lutter contre le TAFTA avec le CETA là qui vient d'être passé. Donc voilà, de lutter contre ce qui nous révolte, contre les injustices. Et de l'autre côté, il faut qu'on construise le monde qu'on veut. Et donc il faut qu'on jongle en permanence avec ces deux aspects-là. Et donc notre colère sert en partie à lutter contre et nos envies à construire autre chose. Juste une réaction, on va passer bientôt à la deuxième partie de l'émission, on parlera réellement des problématiques. Sur le plateau, il n'y a que des femmes. Pourquoi ? Vous avez peut-être des éléments de réponse ? On se demandait alors... Non, on sait pas trop. Moi, perso, j'ai pas trop d'idées. Parce que dans nos collectifs, c'est mixte. Casa Libre, c'est mixte. Alternativa, c'est mixte. Jardin Collectif, c'est mixte. Repair Café, c'est mixte. En fait, on ferait pas vraiment de différence. Sauf que dans le Repair Café, j'ai un petit souci. Les hommes, c'est à la technique, les femmes à la couture. Donc, je me bats fortement pour éviter ce genre de choses-là. Ça vient. Oui. Mais non, c'est comme ça. Je crois que c'est juste une question de dispo pour ce soir. Hein. Oui, je pense que c'est un hasard. Par contre, c'est vrai que j'ai l'impression quand même dans nos mouvements qu'en tant que femme, on trouve très facilement sa place. Ouais. Et il y a moins de sexisme que dans d'autres milieux. Ouais. J'aurais tendance à penser ça aussi. On n'a pas de barrière en tant que femme. Moins que dans un système, un parti politique traditionnel finalement. Ah, sans doute, oui. Sans commune mesure. C'était une émission, bien sûr, que vous pouvez revoir sur Internet, qui parlait de la place des femmes en politique et dans la société. C'était il y a 3 semaines. Donc comme quoi, les sujets se coupent et se recoupent. Dans un instant, on continue l'émission en parlant problématique, bien sûr, toujours sur le sujet. À tout de suite.